Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire intitulé L'intelligence géospatiale, moteur de la transformation numérique des projets d'AEC. AEC pour architecture, ingénierie et construction. L'idée de ce webinaire aujourd'hui, c'est de vous montrer comment l'intelligence géospatiale peut aider à augmenter et optimiser les flux de travaux de l'AEC. Donc je suis Frédéric Millet, directeur de compte chez Esri Canada. Je suis accompagné d'Audrey Baudouin-Arcan aujourd'hui, spécialiste en solutions technologiques. Bonjour Audrey. Bonjour tout le monde. Une petite précision aussi, Audrey est basée à Québec. Comme vous le savez, les écoles sont fermées dans la capitale nationale, donc si jamais il y a quelques bruits en arrière, on s'en excuse d'avance. Avant de commencer la présentation, je vous rappelle rapidement qu'on enregistre ce webinaire aujourd'hui, donc vous recevrez un courriel de notre part avec un lien suite au webinaire. N'hésitez pas à partager cet enregistrement et à nous faire part de vos réflexions dans notre sondage après ce webinaire. Et aussi, si vous avez des questions durant le webinaire, utilisez le volet des questions. Choisissez Ask All Panelists, tapez votre question et cliquez sur Send. Si jamais le volet des questions n'est pas affiché, cliquez sur les trois points, puis sur le bouton Q&A dans la barre d'options au bas de votre écran. On répondra aux questions au fur et à mesure ou à la fin de la présentation, dépendamment de comment se déroule ce webinaire. Donc au programme aujourd'hui, d'abord on abordera la question de la problématique d'affaires à résoudre, puis on parlera de la vision ESRI par rapport au AEC. On aura une troisième partie où on discutera un petit peu plus des cycles de vie d'un projet AEC et on prendra le temps de regarder l'intégration du BIM avec le SIG avant de regarder la technologie en action. Mais sans plus tarder, Audrey, je te laisse commencer avec la première partie, avec une introduction sur les problématiques d'affaires à résoudre. Merci Frédéric. Alors, commençons par parler de ces problématiques-là. Alors, les villes, elles doivent créer de nouvelles infrastructures puis moderniser les infrastructures existantes. Les AEC, elles, sont donc confrontées au défi de créer des moyens innovants, de planifier, de construire des villes puis des infras qui sont intelligentes et durables. Par rapport à ces défis, on estime que le monde a besoin de construire environ 1000 structures par jour, d'investir 3 700 milliards de dollars par an dans les infrastructures jusqu'en 2035, simplement pour suivre le rythme. Alors, pour l'instant, je veux dire, on a tout un déficit aussi d'investissement qui est estimé à 5 500 milliards de dollars. Alors là, évidemment, c'est des chiffres à l'échelle planétaire. Mais tout ça pour dire, c'est pas seulement les infrastructures qui sont sous pression, c'est évidemment les entreprises puis les organisations qui le sont également. Ils doivent faire plus, donc être plus productives. Ils doivent le faire mieux, donc être plus résilientes, plus durables. Puis elles doivent le faire avec moins de ressources financières. Alors, on voit Merci. toute Ouais, une exact. problématique. Exact, toute une problématique. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus, Audrey, des défis typiques de l'industrie des AEC? Alors, je dirais qu'il y en a 7 qui sont vraiment particuliers. En fait, c'est que les AEC sont différents des autres types d'organisations au sens où la business est centrée sur les projets. Alors, c'est quoi les défis typiques qu'on peut rencontrer dans ce temps-là? Bien, premièrement, les AEC ont besoin de contexte sur ce qu'ils font. Deuxièmement, ils ont besoin de la 3D. Pourquoi? Bien, parce que c'est ce que les clients demandent. Et évidemment, ils vont faire ce que leurs clients leur demandent de faire. Pourquoi les équipes de travail sont dispersées à travers le monde? Eh bien, on voit vraiment ça de plus en plus. On a des équipes multidisciplinaires, des fois sur tous les coins de la planète. Puis afin d'être cohérents avec les demandes puis les objectifs des clients, ils seront demandés à fournir des livrables qui sont numériques. Alors évidemment, on ne veut plus nécessairement juste avoir des livrables papier, par exemple. Ils ont besoin d'un référentiel central, donc d'avoir la capacité de mettre leurs fichiers ensemble, de les centraliser. Par-dessus tout, ils doivent avoir la capacité de, pardon l'anglicisme, de scaler, donc de travailler à différentes échelles. Trop souvent, les données sont et puis les documents sont stockés dans des silos traditionnels, dans plusieurs formats. C'est accessible par plusieurs applications de bureau et ou web. Les solutions proposées pour résoudre cette problématique sont souvent des conceptions qui peuvent être très coûteuses et ponctuelles, qui sont créées pour un seul projet ou pour une organisation unique. Donc, on voit que ce n'est pas tellement viable là, à travers le temps.
Exact, donc de plusieurs défis typiques qu'on revoit. Et est-ce que tu pourrais nous montrer un petit schéma, Audrey, pour voir comment on peut améliorer la gestion et la fluidité d'un cycle de vie d'un projet AEC? Oui, alors j'ai ici ce petit schéma là, qui indique qu'au fur et à mesure qu'on avance dans le cycle de vie d'un projet d'AEC, on a des données, puis on a des informations qui s'accumulent et qui sont parfois difficiles à gérer pour toutes les raisons qu'on a vues précédemment. Les projets d'AEC typiques font ce va-et-vient, hein, où ils zigzaguent à travers les phases du projet. Il peut s'agir de plusieurs entreprises ou d'une seule entreprise avec plusieurs départements hein, qui travaillent sur le même projet. Donc ça complexifie là, encore plus les choses. Puis tout au long du projet, il y a des questions qui se posent, hein, telles que qu'est-ce qu'on fait, où allons-nous, de quelles informations ai-je besoin. Puis tout au long du cycle de vie, on doit rattraper aussi les retards qui sont causés par ce va-et-vient. La façon dont les équipes de projet travaillent aujourd'hui avec le SIG et le BIM, c'est malheureusement souvent fragmenté, hein? C'est déconnecté, puis c'est très manuel. Par exemple, le concepteur ou l'ingénieur, il incorpore les données SIG qui ne sont pas nécessairement connectées à un système d'enregistrement qui fait autorité, de sorte que les conceptions peuvent être basées sur des informations qui sont inexactes. Ou de l'autre côté, par exemple, on a le professionnel SIG qui va prendre les données CAD ou BIM des équipes d'ingénierie, puis il va les mettre à jour manuellement et les importer dans un système SIG. Alors, ça, c'est des processus qui sont sujets non seulement à des inefficacités, mais également à des pertes de données. Et ça, c'est très critique parce que ça entraîne justement risque et retard. Et ce qu'on essaye de faire, nous, en fait, d'accomplir chez Esri, c'est de trouver des moyens de faciliter ces transitions, puis de rendre la communication puis la collaboration beaucoup plus fluide à travers ces phases. Donc, ça, c'est représenté là, par la flèche orange. Merci Audrey, donc on va revenir. Aplatir la courbe. Ah, excuse-moi, excuse-moi, merci Audrey. Donc, on va reparler un petit peu des cycles de vie des AEC, mais pour commencer, on a une petite question pour vous. Parmi les défis suivants, en fait, ceux qui s'appliquent à votre réalité, est-ce que ce sont plutôt le grand nombre de projets à gérer en simultané? Est-ce que c'est plutôt la capacité de fournir du contexte au projet, la capacité de fournir des livrables en 3D qui est un enjeu, ou plutôt la capacité, la facilité à collaborer? Euh, Est-ce que c'est plutôt de fournir des livrables numériques qui peut être un problème, ou la centralisation de l'information, ou encore la capacité de scaler, qui est une problématique, ou même éventuellement toutes ces réponses. Puis si jamais il y a d'autres défis qui s'appliquent à votre réalité, on vous invite à les indiquer dans le Q&A ou dans le chat. Et qu'on vous laisse. Ouais, je sais pas la bonne question qui est affichée. Je m'en excuse pour ça. Ah, Ouais, ouais, c'était pas la bonne question qui était affichée. euh, est-ce que, Frédéric, tu peux envoyer un petit message peut-être à Jacek? Ouais. Ok, bon, c'est pas grave. On va passer sur cette question-là, mais si on a l'occasion d'en reparler, on reparlera de ça. Désolé pour ce petit problème technique. Ou Je on vais peut continuer. laisser peut-être la bonne question ouverte pendant qu'on continue Voilà. le reste. Ok. Fait que je te laisse passer à la slide suivante. Donc, on va parler de la deuxième partie, en fait, la vision ESRI par rapport au AEC. Donc, en d'autres termes, un des objectifs, c'est d'être en mesure de voir la situation dans son ensemble. Alors, la vision ESRI AEC, c'est de faciliter la transformation numérique et la transformation d'affaires de l'industrie de l'AEC et des firmes de consultants en environnement. Je vais laisser la prochaine slide apparaître. Il y a un petit décalage, désolé pour ça. Donc, comme j'ai dit, donc, faciliter la transformation numérique et d'affaires de l'industrie de l'AEC et des firmes de consultants en environnement en utilisant l'intelligence de la localisation pour améliorer la productivité des équipes de projet, en réalisant de nouvelles solutions pour l'industrie et en soutenant la création de nouvelles sources de revenus. Alors, puisque l'amélioration de la productivité, c'est ce qui permet l'extension des capacités, sans cette extension des capacités, ça devient difficile de générer plus de bénéfices. Et s'il n'y a pas plus de profit, évidemment, il y aura moins de réinvestissement pour réaliser la transformation numérique. Alors, comme Audrey l'a mentionné en introduction,
Et avec un déficit d'investissement estimé à 5 500 milliards de dollars mondialement, on doit s'aligner vers une transformation numérique. D'ailleurs, il y a déjà de nombreuses compagnies du domaine de l'AEC qui ont commencé à créer de nouvelles solutions pour elles-mêmes et pour l'industrie, ce qui crée évidemment de nouvelles sources de revenus. Maintenant, on va regarder un petit peu aussi comment la technologie apporte des solutions clés aux piliers de l'industrie de l'AEC. Alors, bien sûr, on sait que le domaine de l'AEC, ça touche à énormément de domaines, mais actuellement, il y a 4 piliers qu'on reconnaît et sur lesquels il y a un focus. Ce sont le design et l'ingénierie, les conseils en environnement, la construction et la gestion des actifs. Et pour supporter ces piliers, il y a des workflows qu'on peut mettre en place. On les appelle ici des domaines de solutions clés, qui sont les solutions de collecte de données de terrain et de reality capture, la GeoBeam, dont la techno qui permet de, la techno qui permet de lier le BIM et les SIG ensemble, la gestion de projet et les livrables numériques, et les jumeaux numériques. Et finalement, en fait, en termes de solutions technologiques pour permettre la transformation numérique de l'ASC via la géolocalisation, Esri offre en fait une multitude d'outils que vous connaissez sans doute déjà pour la plupart, entre autres ArcGIS Enterprise, ArcGIS Online ou ArcGIS Pro, ainsi que des applications comme Fielmap, SiteScan, etc. Tout ça, ça fait partie du système SIG d'Esri, qui est un système complet de gestion de l'information. Et parmi les besoins, on connaît bien sûr les opérations de terrain, qui font partie des workflows habituels. Donc on sait que les compagnies de AEC fournissent de nombreux services sur le terrain aux entités pour lesquelles ils travaillent afin de fournir les solutions dont ceux-ci ont besoin. Par exemple, les gouvernements locaux, les municipalités ou des entités commerciales. Donc pour rendre ça plus imagé, on a repris l'expression en anglais qu'on entend souvent qui dit from field to finish, qu'on pourrait traduire par du terrain à la finalité. Et c'est ce que le système ArcGIS vous donne comme capacité, c'est-à-dire la possibilité de collecter sur le terrain, mais aussi de pouvoir traiter les données et de finaliser le travail. Et dans les solutions proposées, on peut mentionner ici ArcGIS Fielmaps pour les opérations de terrain et la collecte de données qui seront ensuite poussées dans un SIG web pour le traitement et l'analyse avant de pouvoir les partager et finir la job si vous me permettez l'expression. Un autre élément qu'on peut mentionner, qui est de plus en plus présent, ce sont les drones. Les drones qui deviennent donc un élément important de ce système. Ça permet d'ajouter des capacités de surveillance et de suivi continu. Donc pour ça, Esri a fait l'acquisition de SiteScan. SiteScan, c'est une solution avec un workflow qui permet encore une fois de passer du terrain à la finalité, from field to finish, mais cette fois-ci à partir d'un drone pour créer du contenu rapidement et facilement. De plus, SiteScan, en fait, faut savoir que ça offre la capacité de gérer et stocker les données dans le cloud, donc à un coût très bas, et puis ça permet aussi de livrer un résultat de grande valeur. Et ça, du point de vue des drones, bah, évidemment, c'est une innovation qui est assez importante. Alors évidemment, tout ça, ça peut aussi bénéficier à vos équipes TI qui n'auront plus besoin de se tirer les cheveux, s'arracher les cheveux pour trouver une solution afin de stocker toutes les données acquises par drone. Audrey, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais ajouter un petit peu par rapport à ça ou nous montrer même? Oui, je vais vous montrer quelque chose pour résumer un peu ce que Frédéric vient de nous parler. C'est un prototype réalisé par le Prototype Lab du Geo Experience Center d'Esri Inc. Alors, on nous montre comment vous pouvez amener l'imagerie collectée via plusieurs vols de drones pour le suivi d'un bâtiment en construction, puis être en mesure de les visualiser très rapidement puis très facilement au fur et à mesure que les images arrivent. Alors, on voit qu'on superpose les images afin d'obtenir une perspective 3D, puis on est vraiment en mesure de comprendre ce qui se passe à un moment spécifique. Donc, en superposant les fichiers BIM à partir d'une couche de scène de bâtiment, on peut comparer les plans avec la réalité. On est capable d'obtenir des réponses rapidement aux questions telles que est-ce que je suis l'échéancier? Est-ce qu'on utilise correctement les zones d'entreposage des matériaux? Est-ce qu'on semble opérer en toute sécurité dans les zones que nous sommes censés exploiter? S'il y a des problèmes d'inventaire, on est en mesure de mesurer puis de comprendre. En résumé, on fait voler un drone, on fait quelque chose de vraiment utile avec les images dans le processus de conception, d'ingénierie et de construction. Sans oublier pour la gestion environnementale où là, les drones entrent vraiment en jeu. On peut faire quelque chose d'assez incroyable avec des drones là, dans ce domaine-là. La vidéo est en continu.
Merci Audrey. Euh, donc s'il y a un besoin de visualisation en temps réel, ce qui peut être aussi très souvent le cas, est-ce qu'on a d'autres solutions qui peuvent être utilisées? Est-ce que tu as quelque chose à nous parler ou à nous montrer? Le temps réel, oui. Alors, on ne peut pas omettre d'en parler, surtout à une époque où l'IoT, l'Internet des objets, devient la norme. Alors, on a ArcGIS Velocity. C'est un moyen facile d'ouvrir cette porte puis d'apporter la localisation aux informations provenant des capteurs. Dans l'ensemble, ArcGIS Velocity, c'est une nouvelle offre pour les capacités de visualisation et d'analyse en temps réel de la plateforme ArcGIS. Vous connaissez peut-être déjà les capacités en temps réel et des données volumineuses d'ArcGIS Entreprise fournies via GeoEvent Server ou GeoAnalytics Server. Donc, au sein de ArcGIS Entreprise, ce sont deux de nos principaux produits pour rassembler les flux de données volumineux puis les analyser. ArcGIS Velocity, c'est l'équivalent de ces produits, mais dans le cloud. Donc, il est possible d'obtenir les capacités de GeoEvent pour la détection et l'alerte d'incidents en temps réel, puis d'aller chercher les capacités de GeoAnalytics pour la synthèse et l'analyse de Big Data. Puisqu'il s'agit d'un produit SaaS, Velocity peut également gérer les données qui sont plus volumineuses, plus rapidement, et vous n'avez pas à vous soucier de leur maintenance sur votre propre infrastructure. Alors, je propose qu'on passe à la question 2. Tout à fait, allons-y Utilisez-vous, avec la question 2. Ouais. Elle est ouais, apparue cette fois-ci, je vois que c'est la bonne question. c'est bon. Utilisez-vous les drones dans vos flux de travail? Oui, non, jamais. Je planifie de le faire dans un futur proche. Non, je ne planifie pas de le faire. Puis si vous avez répondu A ou B à la question 1, utilisez-vous les drones pour faire de la faire de la surveillance, faire de l'analyse d'imagerie, les deux, ou autre. Alors, allez-y, vous pouvez répondre. Je ne sais pas si l'option de réponse est activée ou pas. J'ai pas l'impression. Je pense qu'il y a comme un bug. Mais vas-y Audrey, continue. Allons-y. Avançons. OK. Ah, OK, on a reçu On a les les réponses. réponses, Ça a ok. fonctionné. Alors, on voit, on a Ouais. Plus de 5, ouais, 50% qui 5, utilisent ouais, les c'est ça. drones, ouais. Génial. Euh, Donc ça prouve que c'est déjà dans la ouais, réalité et puis c'est ça. la réalité des cycles de vie d'un projet AEC. Puis effectivement, on le voit de plus en plus. Et l'avantage avec les solutions et les SIG et l'intégration avec le BIM, bah, c'est que ça permet d'être réactif et d'être vraiment d'avoir des données plus précises, puis surtout d'être en contrôle, de pas nécessairement besoin d'avoir à acheter de l'imagerie ou de devoir attendre qu'un satellite passe. On peut vraiment le faire quand on veut. Alors, Frédéric, si tu veux continuer sur dans l'ordre d'idée, là, est-ce que tu peux nous parler du cycle de vie d'un projet d'AEC? Autrement dit, la planification, la conception, la construction, les opérations d'un projet et comment est-ce que Esri peut aider là-dedans? Oui, tout à fait. En fait, euh, alors qu'est-ce qu'on entend par là en fait, un cycle de vie d'un projet EC? L'idée ici, c'est vraiment de mettre en place une dynamique logique, avec dans le but ultime d'aider à gérer chaque phase d'un projet AEC efficacement. Alors, comme objectif, c'est de prendre les meilleures décisions pour ultimement améliorer les résultats d'un projet, puis être plus efficient. Audrey l'a dit, on distingue quatre phases, la planification, la conception, la construction et les opérations. Et tout commence évidemment avec la planification. Donc c'est la première phase. Le but de la planification, c'est de comprendre les conditions existantes, de faire des projections sur l'avenir et de mettre en place le projet pour qu'il réponde aux besoins des parties prenantes de la manière la plus efficace, conforme et réfléchie, afin de réduire au maximum les risques liés au projet. Dans les faits, plus il y aura de sources d'informations et d'intrants, plus ça aidera à réduire les risques, évidemment. Donc en faisant de l'analyse et de la planification de site, des études de faisabilité, de la sensibilisation auprès des intervenants, ça va permettre de planifier au mieux le projet. Donc les SIG ont un rôle important ici à jouer par les nombreuses solutions d'analyse qui sont offertes.
La deuxième phase, c'est la conception. Dans cette phase, l'objectif, c'est de développer une solution complète tout en respectant le format et les fonctions qui satisferont le programme du projet. C'est une phase critique où les SIG et les solutions d'ESRI permettent entre autres de coordonner des systèmes, par exemple de coordonner un système de bâtiment et un système de site au-dessus et sous le sol, de conceptualiser un contexte de travail en fournissant les bonnes connaissances et de communiquer et partager avec les différents intervenants pour maximiser la collaboration autour du projet. La troisième phase, c'est la construction. Le but ici, là, c'est vraiment de préparer et exécuter le plan de projet de manière prévisible, sûre et surtout respectueuse des coûts et des échéanciers, qui peut souvent être un enjeu. Et avec les outils de collecte de données terrain dont on a rapidement parlé précédemment, les SIG et la technologie d'ESRI permettent d'accéder aux données d'enquête de terrain en temps réel. Ça remplace évidemment les flux de travaux inefficaces et déconnectés dont Audrey a parlé en introduction. Et la gestion de la construction est aussi portée maintenant à un nouveau niveau avec cette possibilité de suivre les progrès dans des tableaux de bord, des applications web alimentées à partir de sources de données en temps réel. Donc ça permet vraiment de rester proactif, de prendre des décisions éclairées à n'importe quel moment du projet. Puis enfin, quand vient le temps de remettre le projet, eh bien vous pouvez faire un transfert numérique qui sera rapide et efficace et permettra aux propriétaires ou aux donneurs d'ouvrage de le récupérer et de le prendre en charge pour ses besoins futurs. Et finalement, dans la phase 4, les opérations. Le but, c'est d'avoir une solution de gestion de projet post-construction qui remplira une mission de maintenance pendant toute la durée de vie prévue. Donc encore là, les solutions d'Esri permettent de faire la gestion d'installation à l'aide de rapports de projet, de suivi de performance, etc. Notamment grâce au tableau de bord et d'autres outils pour optimiser les performances d'une installation en conservant une planification proactive. Donc voilà pour cette troisième partie vraiment sur les concepts des cycles de vie d'un projet AEC. Ce qu'il faut retenir en fait, c'est qu'Esri offre de nombreuses solutions qui peuvent vous aider dans toutes les phases d'un cycle de vie dans ce genre de projet-là. Et pour ça, l'intégration du BIM avec les SIG permet vraiment d'optimiser tous les processus. Donc l'intégration du BIM et des SIG dont on va parler maintenant. Alors, pourquoi le SIG et le BIM ensemble? Avec l'intégration du SIG et du BIM au centre des projets d'infrastructure, ça permet que ces projets ne soient plus planifiés, conçus et construits de manière isolée, dans des silos, et de tout ce qui l'entoure en fait. Donc les flux de travaux SIG et BIM plus étroitement connectés aident tous les parties prenantes impliquées dans la planification et la conception à mieux comprendre comment l'environnement bâti naturel et existant se connecte finalement aux nouveaux actifs à construire. On va le voir un petit peu plus en détail dans une démo qui s'en vient. Donc, les actifs d'infrastructure, ils peuvent aussi être mieux perçus par rapport à la manière dont ils s'intègrent et interagissent avec l'écosystème environnant. De cette manière, la promesse d'une intégration plus étroite du SIG et du BIM, c'est de permettre aux entreprises d'ingénierie et de construction et aux propriétaires de projets de se concentrer non seulement sur ce qu'il faut concevoir et construire, mais aussi de mieux comprendre le où et le pourquoi, en les aidant à fournir des infrastructures plus durables et résilientes, grâce à des infrastructures plus économiques et sociales, et aussi en mettant en place des pratiques écologiquement responsables. Je vais donc maintenant laisser la parole à Audrey pour qu'elle vous parle un petit peu de cette intégration. Alors, lorsqu'on commence à... Pardon, je viens de me rendre compte, je ne sais pas pourquoi la diapositive n'est pas en français. On l'avait tout juste changé avant la présentation. Alors, pardon. Alors, lorsqu'on commence à parler de conception et d'ingénierie, c'est avant tout de concevoir avec du contexte. Alors, si on veut être durable, on doit réfléchir à quel est l'impact de la structure qu'on s'apprête à construire sur l'environnement. Comment ça affecte les autres systèmes? Alors, par exemple, c'est quoi l'impact du système d'égout sur les cours d'eau? C'est quoi l'impact de la construction d'une tour sur la migration des oiseaux? Bon, là, j'en nomme que deux, là, mais qu'est-ce qu'il soit, nous devons commencer à réfléchir avec le contexte. Et c'est vraiment critique parce que on s'entend que dans le passé, il y a eu beaucoup de conceptions et d'ingénierie qui se sont déroulées sans, mais maintenant, avec le BIM, on passe vraiment à un autre niveau. Bien que beaucoup de gens pensent au bâtiment, seulement au bâtiment quand on parle de BIM, mais en fait, le terme s'est vraiment développé là, pour couvrir le processus de création, de rénovation, de remplacement d'actifs à la fois verticaux, quand on pense architecture, et horizontaux comme transport, services publics.
Donc, les logiciels BIM et SIG peuvent avoir les capacités similaires pour effectuer une analyse spatiale et une modélisation qui peuvent se chevaucher là, à certaines échelles, mais le SIG n'est pas utilisé pour les tâches de conception détaillée, par exemple conception intérieure ou conception d'un pont. Le BIM, tant qu'à lui, il n'est pas efficace seul, sans information SIG. Et sans les outils SIG pour les workflows de géoconception pour les grands projets de construction ou d'aménagement du territoire. Donc, finalement, concevoir avec la nature, ça nécessite une approche intégrée et holistique qui couvre de multiples échelles au niveau des échelles paysage, ville, bâtiment, infrastructure. Donc, Exact. c'est ça quand on appelle designing with nature, là, donc créer selon la nature. Bien, ça requiert absolument là, cette approche holistique-là. Exactement, merci Audrey. Et avant que tu ailles un peu plus loin, je rappelle en fait qu'Esri a loué une relation de collaboration avec Autodesk pour commencer à explorer comment on peut rationaliser cette combinaison complexe de flux de travail, de processus et de sources de données. Mais est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur cette intégration entre Esri et Autodesk? Avec plaisir. Alors, tout d'abord, pour ouvrir la porte de chaque côté, on a commencé par créer des connecteurs depuis InfraWorks et Civil 3D vers notre environnement cloud, ce qui permet de commencer les projets riches en données. On est en mesure, depuis un certain temps déjà, de lire les fichiers Revit grâce à un processus ETL, de créer une couche de scène de bâtiment, puis de la partager soit avec un groupe ou avec le public. Ça ne signifie pas qu'on souhaite requérir un fichier Revit à 100% dans un environnement ArcGIS, mais plutôt qu'on est capable d'intégrer le fichier Revit dans notre environnement afin de répondre à des objectifs dans une perspective beaucoup plus large. À partir de Pro 2.6, côté desktop, on a désormais la possibilité de se connecter à Autodesk BIM 360, ce qu'on appelle aussi le Autodesk Construction Cloud. Et cela nous permet de lire leur environnement cloud natif, donc de voir les données et le contenu. Il ne s'agit pas uniquement d'avoir accès aux plans, mais également aux documents de sécurité, aux fiches techniques, en fait, de toutes sortes d'informations qui existent dans cet environnement-là. On a atteint la parité avec Revit et on peut lire les fichiers Civil 3D. On les considère plus comme, en fait, de simples fichiers CAD. On les voit maintenant, en fait, avec les informations intelligentes. Et ça, c'est quand même un beau progrès. Exact. Et on va passer un petit peu plus dans l'action plutôt que des slides. Est-ce que tu auras un exemple à nous montrer de ce type d'intégration? Oui! Alors, un exemple de Smart Design avec ArcGIS et Autodesk. On commence avec la capacité d'ArcGIS Pro à aller chercher les données contextuelles à partir soit de sources locales ou celles qui sont partagées avec moi via mon organisation ou encore les données disponibles sur le Living Atlas et de rassembler ces informations de façon à créer le contexte à un projet de développement. Ensuite, puisque le système ArcGIS est un système de collaboration, on rassemble les informations et puis on les partage avec le public cible. Ainsi, vous pouvez partager via votre portail ou via ArcGIS Online et limiter aux besoins les personnes qui peuvent voir l'information. Alors maintenant, regardez la partie d'InfraWorks. Alors, on peut s'imaginer que ce serait l'ingénieur concepteur qui s'occupe de la réflexion préliminaire sur la conception qui serait derrière l'écran là, présentement. Alors, ce qui se passe ici, c'est qu'on apporte une maquette en 3 dimensions qu'on va connecter à l'environnement ArcGIS Online dans le cloud et partager l'information avec l'équipe de projet. Cette équipe peut voir ce qu'ils sont censés voir pour ce projet spécifique. Ils sont capables d'apporter les informations puis de cartographier les entités existantes dans InfraWorks. Alors, vous voyez, ici, InfraWorks possède un modèle de données bien défini. Et ça, c'est vraiment important pour les utilisateurs d'InfraWorks. Ainsi, une fois qu'on termine une mise à jour des éléments de la carte, l'utilisateur établit une connexion en continu
avec les informations afin que ça se reflète dans le SIG, soit également ce qu'on retrouve dans InfraWorks. Ils peuvent donc explorer ce qui se passe réellement. Ensuite, on va voir un exemple où on pourrait se dire, bon, OK, je pense que la donnée ici est possiblement erronée. Elle vient d'une source de données plus ancienne. Je veux aller sortir faire une validation terrain. Alors là, vous reconnaissez probablement l'interface de nos applications mobiles pour la collecte de données terrain. Alors, on peut voir là, dans cet exemple-là, on a quelqu'un qui est en train là, de procéder à la collecte, modifier quelques champs au niveau de la profondeur, du diamètre. Et là, l'information est synchronisée dans InfraWorks. Et là, ils sont en mesure de s'apercevoir que le regard qu'ils ont découvert sur le terrain accroise le ponceau qui est planifié. Alors, dans la phase de conception préliminaire, ils sont capables de déplacer le ponceau de manière à ce qu'il n'interfère pas avec le regard existant. Ça nous fait économiser beaucoup d'argent avant même de mettre un premier coup de pelle dans le sol. Pour terminer, on peut voir toutes les informations rassemblées dans Autodesk InfraWorks et ça en 3D. Et vous voyez, ça look quand même très bien. Exactement. Merci Audrey. Et puis donc ça ramène vraiment aux phases de planification qu'on a vues tout à l'heure. Donc tout ça c'est super intéressant, mais dans les autres recherches et lectures que tu as fait, il y a un concept que tu as trouvé très intéressant, c'est de pouvoir voir aussi la situation dans son ensemble. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Bien sûr, alors avoir une vue holistique de son projet, c'est essentiel. J'aimerais maintenant vous présenter un exemple du campus de l'Université Ohio. Ça, c'est une couche de scène de bâtiment qui contient 98 modèles Revit, ce qui est énorme. C'est un exemple assez unique en termes de détails pour fournir là, ce niveau de contexte. C'est de pouvoir apporter cette quantité d'informations et de la rendre accessible à un large inventaire de personnes qui en ont besoin pour diverses raisons, que ce soit pour la gestion des installations, la planification ou l'aménagement des espaces, l'entretien, la sécurité ou simplement un étudiant qui essaye de trouver son chemin d'un building vers sa salle de classe. Alors, pour résumer, de voir la situation dans son ensemble, ça ouvre de nombreuses opportunités pour les AEC. Exactement. Puis je vais laisser la petite vidéo continuer de tourner, donc on voit vraiment ça en action. Euh, Tantôt, on a parlé vraiment de cette intégration donc, entre Esri et Autodesk, mais est-ce que tu pourrais nous parler aussi un petit peu de ce qui s'en vient en 2021 dans le roadmap? Il y a des belles nouveautés qui arrivent. Oui, alors, bon, là, on voit sur la diapositive, un peu comme tantôt, on voit l'état actuel de l'alliance Esri-Autodesk. En haut ici, là, les connecteurs, comme j'ai mentionné, prendre l'intégration de Revit, Civil 3D, la connexion à Autodesk BIM 360. Mais à venir, en 2021, un nouveau produit d'intégration cloud to cloud entre BIM 360 et ArcGIS Online et entreprise. Exact, Alors, donc c'est ça, beaucoup de nouvelles capacités intéressantes. Donc cette nouvelle solution qui va être appelée ou qui devrait s'appeler ArcGIS GeoBIM, qui est prévue pour plus tard cette année. Mais est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu? Est-ce que tu as des choses à nous montrer là-dessus? alors voici ArcGIS GeoBIM. OK, ça sera à la fois sur ArcGIS Online et sur Entreprise. GeoBIM, comme je l'ai mentionné là, vite tantôt, ça crée une connexion intelligente depuis notre cloud, que ce soit online ou notre portail entreprise, avec l'environnement BIM 360. Alors, au fur et à mesure que les projets mûrissent, que les dessins de conception et d'ingénierie changent, hein, parce qu'on sait que ça change constamment au fur et à mesure que le projet avance. On a maintenant la connexion intelligente qui marie les changements d'un environnement cloud à un autre. Par exemple, bon, telle poutre ne peut pas être placée à tel endroit à cause de la présence d'un mur existant. Telle coupe de mur n'est pas conforme au specs. Alors, c'est le genre d'agrégation de problèmes qu'auparavant, on était uniquement en mesure de voir dans l'environnement Construction Cloud. Mais avec GeoBIM, on ouvre des horizons
du fait qu'on pourra lancer un flux de travail sur le terrain avec Survey 123 ou Field Maps, par exemple, pour aller corriger les problématiques. Puis ensuite, on insère directement ce flux de travail spécifique dans BIM 360. Autre fonctionnalité qu'on recherche qui feront partie de la version initiale de GeoBIM. On parle des capacités de revue de la documentation. Donc, par là, j'entends revue des specs, des procédures. On a aussi la création de tableaux de bord de performance pour suivre les KPIs, ainsi qu'on touche la coordination de la conception. Esri compte déjà sur quelques premiers utilisateurs qui sont en train de tester GeoBIM. On a des aéroports, des AEC. Alors là, on va sans doute là, voir des flux de travail plus complexes qui vont être examinés par ces organisations-là. Et ça va être pris en compte dans la progression de la solution. Ouais, c'est très intéressant, puis donc ça s'en vient très bientôt, mais je crois que tu as une petite démo d'ArcGIS GeoBIM à nous montrer en primeur. Alors, alors, voici un bref aperçu de ce quoi GeoBIM va ressembler. On voit que c'est basé sur Experience Builder. Ce qui est vraiment sympa, c'est qu'on ne demande pas aux gens d'apprendre quelque chose de nouveau. Alors, vous devez simplement utiliser puis publier l'expérience avec les personnes qui ont des utilisateurs nommés du côté d'Esri puis du côté Autodesk afin d'établir la connexion cloud-to-cloud. Ce qui permet de ne pas avoir à recréer la roue en fait tout le temps, puis de créer des flux de travail vraiment intelligents pour travailler de manière intégrée, en prenant en compte à la fois le géospatial, puis la conception, l'ingénierie et l'ingénierie dans Autodesk. Alors, comme ça a été démontré précédemment, il ne s'agit pas uniquement des dessins et de la 3D, mais aussi de la 2D, des informations sur les spécifications, les plans de sécurité, en fait, toutes les infos qui existent dans les deux environnements qui vont vraiment être connectés grâce à GeoBIM. Exactement, puis tu l'as mentionné, donc c'est vraiment dans la continuité de développement d'applications comme Experience Builder, donc il y a vraiment une visibilité qu'on a, et pour les gens qui sont déjà utilisateurs des produits ArcGIS et Autodesk, vous ne serez pas perdus en fait dedans. Puis à haut niveau, ce qu'il faut savoir, c'est qu'Esri fait un travail assez considérable pour créer des API qui sont solides. Et les partenaires commerciaux d'Esri ont commencé à utiliser ces API justement pour créer leurs propres applications de plugins. Par exemple, Autodesk a créé le connector pour ArcGIS qu'on a vu dans la démo précédente. Vectorworks a développé son ArcGIS Connector également. Grabber a son application RSMap. Et ce qui est vraiment excitant aussi cette année, c'est l'ajout de la capacité de lecture des IFC, donc pour atteindre la parité de ce que nous faisons déjà et de ce qu'on peut déjà faire avec Revit en fait. Par ailleurs aussi, j'aimerais revenir rapidement sur la gestion de projet et la planification des échéanciers. On sait que de nombreuses entreprises utilisent déjà régulièrement des logiciels de planification de projet, mais qu'elles aimeraient visualiser l'avancement des projets de manière plus simple. Alors à l'écran, on voit une capture d'écran du programme Primavera P6 d'Oracle que plusieurs compagnies utilisent déjà. C'est utile, mais ça peut être complexe parfois. Donc, si vous avez déjà investi dans la plateforme ArcGIS, vous savez qu'il y a des moyens de visualiser de grandes quantités de données dans des cartes web et des tableaux de bord. Audrey, est-ce que tu pourrais nous montrer un petit exemple de ça? Oui, alors ce qu'on voit ici, c'est la géolocalisation combinée à de l'information précieuse qui nous dit ce qui est entendu de faire sur le projet et comment ça va être organisé. C'est le genre d'information qui peut parfois être compliqué à comprendre. Le tableau de bord, lui, va donc permettre de démocratiser ces informations de manière à ce que ça soit plus accessible pour tout le monde au sein de l'AEC. Puis en communiquant le tableau de bord via le hub, là, on a vraiment les outils nécessaires pour vulgariser ces informations complexes et de communiquer avec un but. Les fonctionnalités des tableaux de bord permettent d'examiner les informations de façon dynamique et spatiale, ainsi que de personnaliser les indicateurs de performance clés qu'on a besoin de suivre. Alors, pour ce projet spécifique, ce qui est utilisé, c'est un géotraitement qui s'exécute dans ArcGIS Pro. Vous voyez, ça se connecte à P6 d'Oracle. Puis ensuite, on va chercher les champs qu'on a besoin pour, au niveau là, du suivi de la gestion, planification de projet. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on publie en tant que service web
ce qui rend le résultat du géotraitement disponible pour une utilisation dans le tableau de bord. Donc, le tableau de bord pour la gestion des projets fait vraiment partie de l'histoire GeoBIM, puisque pour un projet X, ça nous dit, bon, voici ce qu'on a l'intention de faire, voici ce qu'on a fait, voici on est rendu où. Alors, pour la prochaine partie de l'histoire, on va passer du côté finance, peut-être. Alors, comment est-ce qu'on fait pour apporter cette information-là, là, économique, financière du projet? Exact, et c'est là qu'on va pouvoir reprendre en fait une slide qu'on a présentée plus tôt, mais un petit peu modifiée, mais cette fois-ci pour parler donc des fameux livrables. En effet. Alors, la voici. Cette fois-ci, regardons-la en passant au livrable, comme tu l'as dit, Frédéric. Alors, commençons à vraiment. Là, on commence en fait là, vraiment à avoir une histoire qui est déterminante pour les AEC. Alors, par-dessus tout, okay, les AEC réalisent des projets pour leurs clients. Je sais, je me répète, je l'ai dit plein de fois, mais c'est vraiment leur réalité. Hein? Ils doivent donc être en mesure de partager les informations avec eux. Donc, d'exposer des informations à des tiers dans un cadre commercial. Généralement, on ne peut pas faire ça avec nos environnements internes. Exact, on a vu des tableaux de bord, donc pour le suivi, la visualisation, pour aider à faire tout ça. Mais ce qui est important aussi, c'est de communiquer et partager l'information. Et là encore, eh ben, il y a des outils de diffusion qu'on peut utiliser, et je crois que tu as 2 exemples à nous montrer. Oui. Alors, lorsqu'il s'agit de diffuser du contenu, il est important de communiquer avec un but, évidemment. Pensez à ce que vous faites, avec qui vous communiquez. Donc, qui est votre public cible? Les story maps sont un excellent moyen de rassembler les éléments pour raconter l'histoire du projet. Pourquoi faisons-nous le projet? En quoi consiste le projet? C'est quoi les défis qu'on risque de rencontrer? Puis qu'est-ce qu'on fait qui est technologiquement avancé? Dans cet exemple qu'on voit à l'écran, c'est un exemple de Norman, Disney et Young. Ils communiquent avec un but précis, mais ce qu'ils font en plus, c'est qu'ils apportent les informations Revit via une couche de scène de bâtiment. Ils les marient avec leur système de gestion d'actifs. Alors là, on voit les actifs représentés par les petits cônes rouges. Puis ils sont capables de communiquer très précisément ce qu'ils font, où et à quoi ça va ressembler leur projet, à la surface, puis même sous la surface. Puis de garder le tout à jour au fur et à mesure que les informations BIM évoluent, puis au fur et à mesure que le projet évolue et change. Ça permet donc à toutes les personnes impliquées de digérer là, toutes les informations, puis d'obtenir une vue d'ensemble sur ce qui se passe. Ça positionne également Norman, Disney et Young avec le client et les autres clients en démontrant qu'ils sont réellement technologiquement avancés. Pour les AEC, c'est important parce qu'il s'agit de faire croître des projets supplémentaires en tant qu'entreprise. Exactement, puis je vais laisser la vidéo continuer un petit peu, mais il y a quelque chose qui est très très important aussi là-dedans, c'est cette fameuse communication, parce qu'on sait que les grands projets, pour la plupart, sont des projets publics, donc souvent c'est important aussi d'être capable d'informer la population sur l'avancement des travaux et pas que le donneur d'ouvrage finalement. Donc tu l'as dit, adapter le message à son Très bon point. audience. Voilà, adapter son message à son audience, tout en étant capable aussi de communiquer les buts et les intentions. Et c'est là que tu vas nous montrer un deuxième exemple, qui est encore une story map. Oui. Alors, ça ici, c'est une story map utilisée pour communiquer le but et l'intention. Alors, il s'agit d'un pont qui a brûlé aux États-Unis et ce qu'il communique, c'est comment ils entendent le réparer, à quoi ressemble l'échéancier. Ils fournissent une planification de projet puis communiquent le tout via un abonnement à ArcGIS Project Delivery. Alors, tantôt, justement, on parlait comment que c'est important pour les AEC d'être capables de partager de l'information commerciale avec des tiers parties. Alors, de l'information qui vient d'un environnement interne vers l'externe. Alors, c'est un abonnement à ArcGIS Project Delivery qui va vous permettre de faire ça. L'autre chose innovante, pour retourner à la story map là, ici, c'est qu'ils font de la digitalisation des contenus, tels que
l'impact environnemental. Puis ça, ils font ça à l'aide de ArcGIS Hub, Story Maps et Experience Builder pour créer une expérience de remise numérique des livrables, tout en créant un parallèle avec un lien vers les documents papier qu'ils doivent également fournir là, dans ce processus. Donc, on a beaucoup de possibilités. Exactement. Puis, avant de passer à la prochaine partie, on a une petite question. On est curieux de savoir, est-ce que vous avez déjà connecté vos environnements SIG et BIM, c'est-à-dire Esri et Autodesk? Oui, vous les utilisez tous les jours. Non, mais vous êtes intéressé à le faire ou vous n'êtes pas du tout concerné par ça, en fait. On va laisser le temps de répondre tranquillement à la question. Puis derrière, on va regarder la cinquième partie de notre présentation, en Maman, fait, ce qui est possible et la technologie en action. ils ont presque même pas joué avec moi. Va, je suis en présentation. Donc vous avez entendu la réalité du télétravail. Donc, ok. Dans les réponses, on voit qu'il y a quand même quelques personnes qui ont commencé à l'utiliser, environ un quart, et 50% des gens qui sont intéressés à le faire. Donc, c'est certain qu'avec tous les nouveaux outils, que vous avez déjà investi dans Autodesk, que vous avez déjà investi dans Esri, si vous avez les deux solutions chez vous, bah, sachez que ça peut déjà être fait comme on l'a montré. Donc, s'il y a besoin d'aide là-dessus, on peut vous aider. Voilà, donc si on met en place en fait tout ce dont on a parlé jusqu'ici, Audrey, je vais te laisser mettre la slide suivante. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend. Donc c'est ça, si on met en place tout ce qu'on a parlé jusqu'ici, on commence vraiment à avoir une vision de ce qui est possible et de ce qui s'en vient par la suite. Et ce qui s'en vient pour la suite, mais ça se base sur le fait qu'ArcGIS a un rôle fondateur pour les jumeaux numériques. Donc, ce qui est important à propos des jumeaux numériques, c'est que nous en faisons ici chez Esri depuis très longtemps, en fait. C'est pas nouveau, c'est simplement qu'on en parle vraiment de manière plus concrète dorénavant. Alors, la question qui revient souvent, qu'est-ce qu'un jumeau numérique? Bah, les jumeaux numériques, c'est des représentations virtuelles du monde réel, y compris les objets physiques, les processus, les relations et les comportements. Donc, le SIG crée des jumeaux numériques de l'environnement naturel et bâti. C'est le contenu contexte dont on a parlé plus tôt. Et il intègre de manière unique de nombreux types de modèles numériques. Alors, on sait que notre monde se transforme, et donc beaucoup de modèles numériques. Donc, il faut penser à différentes échelles pour intégrer tous les modèles données qu'on a. Donc, on peut intégrer ensemble des modèles de paysage, des modèles BIM, des modèles de réseau, comme les réseaux utilitaires par exemple, ou des modèles réduits de ville. Donc, il n'y a pas de jumeau numérique unique. Un jumeau numérique, ça reste ce qu'un client essaye de résoudre d'une manière qui correspond à la définition de ce que vous voulez représenter numériquement. C'est quelque chose que vous pourrez contrôler, comprendre et surtout qui aidera à prédire plus précisément pour avancer et aller de l'avant. Donc on le sait, les SIG permettent l'intégration et la gestion des données. On vient d'en parler, la gestion des modèles de données est importante, notamment la gestion des données 2D et 3D. La 3D devient très importante dans la conversation euh, parce que c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus, notamment avec le BIM. Mais aussi, l'idée c'est de pouvoir gérer les informations de drones et de nuages de points au fur et à mesure qu'elles arrivent du terrain. Tout ça afin de pouvoir les rassembler et commencer à les intégrer de manière à interconnecter tous ces éléments ensemble. Et bien sûr, on peut visualiser dynamiquement ces modèles. Euh, Audrey en a déjà parlé. Je vais lui repasser la parole maintenant. Elle va vous montrer d'autres choses. Oui, alors merci Frédéric. Maintenant, regardez, on peut visualiser dynamiquement là, les modèles. On a quelques exemples qui incluent, si on regarde ici en haut, visualisation 5D, ce qu'on a, c'est un projet routier où on intègre la visualisation 5D. Ensuite, en bas ici, on a une station de traitement d'eau où on rassemble l'information de Power BI qu'on présente à travers des widgets personnalisés et où on affiche également les informations 2D et 3D avec le SIG. Est-ce que j'ai
Et puis, on a... Excusez, j'avais un petit, un petit gelage d'écran. Alors, on a ici, je dirais... OK, voilà. On a des données multidimensionnelles sur le climat, soit une couche de voxels avec une dimension ici qui est temporelle. Alors, Exact. Exact. Le temps que tu charges la prochaine slide, c'est ça. Tu vas nous parler aussi de la prise en charge et du partage et de la collaboration grâce au SIG. oui, alors, ici, on est capable de communiquer en interne, puis avec nos parties prenantes auxquelles on vend avec nos clients ou avec notre communauté. Donc, communiquer donne la valeur au projet, puis c'est votre SIG qui prend en charge le partage et la collaboration. Exact. Donc ça c'est très important comme notion. Puis ce qu'il faut garder aussi en tête, c'est que les SIG permettent de faire des analyses prédictives. Donc pour ça, l'intelligence artificielle est à considérer dans les workflows. Si vous considérez pas cela, vous manquez des opportunités en intelligence artificielle et en machine learning qui permettent de faire de la modélisation prédictive. En d'autres termes, en fait, il suffit plus de montrer ce qui s'est déjà passé et ce qui a été fait, mais aussi il faut montrer ce qui peut arriver. Alors la barre, elle est de plus en plus élevée et si vous prévoyez pas ce qui va se passer et si vous n'utilisez pas des logiciels comme ceux d'Esri par exemple pour vous aider, bah, vous pourriez prendre du retard. Donc les gens maintenant, ce qu'ils veulent savoir, c'est ce qui va se passer. Donc il est important de réfléchir à la manière dont on peut influencer les workflows au fur et à mesure qu'on progresse dans un projet. Donc tout ça, ça donne un aperçu de la technologie et ça démontre ce que nous faisons déjà. Donc construire un jumeau numérique, c'est assembler tous ces éléments ensemble Zachary, baisse le son, s'il te plaît. afin d'aider à résoudre des problèmes d'affaires vraiment spécifiques. Et on peut pas juste dire je veux construire un jumeau numérique, il faut être précis. On parle d'un jumeau numérique de quoi? Dans quel but? À quelle fin? Quel est le problème qu'on veut résoudre? Quel futur problème on résoudra? Comment pouvons-nous travailler ensemble en fait pour appliquer les technologies et résoudre les problèmes d'affaires? Donc ArcGIS est là pour supporter la mise en place des jumeaux numériques. Mais avant de conclure, je vais redonner la parole à Audrey, parce que Audrey en fait a un dernier exemple de la technologie en action à vous montrer, qui a été fait par une entreprise qui s'appelle Landtech. Audrey, je vais te laisser démarrer cette petite vidéo. Oui, tu m'entends? Oui. Ah, bon, donc, pardon, ça a l'air que mon bouton mute ne fonctionne pas. Alors, je vais vous laisser avec cet excellent exemple d'une entreprise appelée Lentech. Ce qu'ils font, c'est qu'ils ont réuni la capacité de scanner des informations sur la réalité. Donc, ce qu'on appelle le reality capture, c'est la capture de la réalité de l'intérieur d'une usine. Ils amènent leur fichier Reddit directement dans ArcGIS Pro, ce qui leur donne la capacité de visualiser l'usine sous plusieurs angles. On a même la capacité de visualiser sous forme de nuages de points 3D de l'intérieur et de l'extérieur. Donc, très rapidement, on peut voir les actifs et la structure. Un travailleur terrain peut, par exemple, cliquer sur un objet qui voit comme en temps réel, voir les informations d'un bon de commande, même d'accéder aux informations sur le fabricant. On est donc en mesure d'établir un lien vers toutes les informations qu'on a besoin. Puis au fur et à mesure que GeoBIM entre en scène, c'est une histoire qui va devenir encore plus intéressante parce qu'on va être capable de regrouper ce qui généralement est fait en 4 ou 5 workflows en un seul et unique. Exact. Donc la capacité vraiment de synchroniser, de tout voir dans un seul projet. Alors, vous vous demandez peut-être comment on fait pour construire un jumeau numérique. Eh bien, comme avec toute implantation de techno, on doit commencer par déterminer les exigences et les contraintes. On commence par déterminer le quoi. Hein? Comme Frédéric l'a mentionné tantôt, on veut réaliser un jumeau numérique, OK, mais de quoi exactement? Jusqu'à quel niveau de détail voulez-vous aller? Aussi, il faut réaliser que vous devrez implémenter un nouveau processus. Alors, ce qui veut dire qu'on doit réunir les bonnes personnes pour déterminer la réalisation du projet.
C'est pourquoi on commande une approche de design thinking. Puis, gardez en tête qu'un jumeau numérique, ce n'est pas un one-shot deal. Donc, pour garder sa valeur, il faut penser à un investissement continu pour constamment mettre à jour notre jumeau numérique. Alors, si on revient en arrière quelques secondes, puis on considère certaines des bases. Alors, quelle valeur un jumeau numérique peut-il apporter? Donc, on a vu l'apport de valeur au niveau de l'enregistrement historique ou base de référence instantanée. On a vu au niveau du suivi des performances opérationnelles via les tableaux de bord. Puis finalement, pour tester et prédire les résultats futurs, on est capable de faire des simulations avec toutes nos données puis le système d'analyse. Exactement, donc vraiment beaucoup d'outils qui sont déjà en place pour aider dans les cycles de vie d'un projet AEC. On va prendre quelques questions si on a, essayer d'y répondre les mieux possible. Si jamais on n'a pas les réponses, on communiquera avec les gens qui posent des questions par courriel suite au webinaire. Mais avant ça, en fait, je vous rappelle les ressources habituelles qu'on a. Les aides en ligne Esri, qui sont de plus en plus complètes et enrichies de nouveautés très régulièrement. Évidemment, toujours de nombreux articles de blog, des vidéos d'apprentissage. Puis plus spécifiquement, par rapport au sujet abordé dans ce webinaire, deux liens vers les pages Esri à propos des AEC Project Delivery Subscription, puis du ArcGIS AEC Collection. Alors, je vous invite à explorer ces liens, puis nous contacter si vous souhaitez en savoir plus par rapport à ces sujets-là. Aussi, vous l'avez peut-être vu en arrivant dans ce webinaire, je le mentionne, la conférence mondiale d'Esri cette année, elle aura lieu du 13 au 15 juillet, puis en raison de la situation actuelle qu'on connaît tous, elle sera à nouveau virtuelle. Donc d'habitude ça a lieu à San Diego, mais cette année c'est pour la deuxième année consécutive virtuelle. Donc la plénière est accessible à tous et les sections techniques seront ouvertes aux clients qui sont actuellement sous maintenance. Il faut s'inscrire en ligne préalablement évidemment pour pouvoir suivre la conférence. Puis je vous mentionne rapidement quelques webinaires à venir. Le 22 avril, un webinaire sur la préparation des administrations municipales au 9.1 de prochaine génération. Le 29 avril, un webinaire sur le nouveau ArcGIS Dashboard. On a déjà plus de 800 inscrits. Donc ces deux webinaires, ce sera en anglais. Puis notre prochain webinaire en français, ce sera le 1er juin. Le titre exact reste à déterminer, mais on va vous parler d'ArcGIS Indoors, donc qui est très connecté avec le BIM et les SIG. Puis nos cours de formation connexes relativement à ce webinaire, on peut mentionner la collecte et la gestion de données terrain à l'aide d'ArcGIS, le partage de contenu SIG à l'aide d'ArcGIS, ArcGIS Pro évidemment, les processus essentiels, et une introduction à Drone2Map. Donc merci à vous d'avoir pris le temps de suivre ce webinaire aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter ou contacter directement votre directeur de compte. Puis je le mentionne rapidement, en fait, au niveau de l'ingénierie et de la construction, Esring a toute une équipe qui peut nous accompagner et nous aider dans les projets de nos clients canadiens et québécois. Donc on a accès à ces ressources. Le but étant vraiment de vous accompagner et puis d'avoir des success stories à raconter ensemble. Je vais regarder rapidement dans les questions. Ok, on a une question, Audrey. Je ne sais pas si on va pouvoir y répondre comme ça sur le fly, mais donc la question, ça dit